À la une de l'après-info à 17h30, cette nouvelle vague de forte chaleur en France. 16 départements du sud-est sont concernés par une vigilance orange canicule avec des températures qui ont dépassé les 40 degrés dans l'Hérault. Et ce n'est pas fini. Demain, ce seront 28 départements qui passeront en orange. Les prochains jours et nuits vont rester très chauds. Peut-on avoir les mêmes émeutes qu'au Royaume-Uni? En France, les autorités craignent une importation des mouvements racistes à Calais. Après un appel au rassemblement dès demain, les associations d'aide aux migrants se préparent à contrer d'éventuelles mobilisations violentes. Au Proche-Orient, Israël a frappé une école de Gaza-Ville faisant plus de 90 morts selon la défense civile de la bande de Gaza. Une attaque en pleine négociation diplomatique pour parvenir à un cessez-le-feu dans la région. Et alors que la riposte de l'Iran et de ses alliés après l'assassinat du précédent chef du Hamas se fait toujours attendre. Et puis les volleyeurs de l'équipe de France sont médaillés d'or. 3-7-0 pour les hommes de Benjamin Tognuti. La France remonte donc en 5e rang des médailles par pays. En revanche, des illusions pour les Françaises en handball qui s'inclinent face à la Norvège. Mais tout d'abord le retour de la canicule en France et ça pourrait durer plusieurs jours. Météo France place aujourd'hui 16 départements en vigilance orange canicule dans le sud et le sud-est. Et ce sera même 28 départements demain. Mais dès aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'alerte. On vous retrouve sur place, Laura Baquet. Vous êtes à Marseille pour BFM TV. Et là-bas, la municipalité est mobilisée pour faire face à cette canicule. Ah oui, exactement. Actuellement, je me retrouve avec Simon Pires de tout ça dans une piscine municipale qui est ouverte et gratuite aujourd'hui, car la situation est un peu préoccupante à Marseille. Vous l'avez dit, on est en vigilance orange. C'est le deuxième épisode de canicule. Il est 17h30. Il fait encore 31 degrés. Alors, ouvrir les piscines, les rendre accessibles à tout le monde, c'est indispensable en cette période de canicule. Aurélien ? Oui, je vous le confirme. Effectivement, depuis le déploiement de la canicule, le maire de Marseille, Benoît Payan, a pris un ensemble de dispositions pour permettre aux Marseillais et aux Marseillaises de bien vivre cet épisode caniculaire, notamment par l'intermédiaire de ces piscines municipales qui sont gratuites pour l'ensemble de la population, notamment les familles. On a 6 piscines qui sont actuellement ouvertes sur l'ensemble du territoire, avec un maillage assez réparti équitablement sur le territoire. Et aujourd'hui, sur la piscine Pointe-Rouge, vous le voyez, cette population a bien répondu, puisqu'on est sur une fréquentation qui est atteinte en termes de maxima, puisqu'on accueille aujourd'hui 300 personnes. Donc c'est un dispositif qui est effectivement bien accueilli par l'ensemble de la population et l'enjeu de la canicule est bien atteint par la ville de Marseille, bien pris en compte. On le remarque, les personnes ici n'arrêtent pas de sauter dans l'eau. Elles doivent se rafraîchir tout le temps au niveau de la piscine. Est-ce qu'il y a aussi des points d'eau, d'accès? Elles peuvent se rafraîchir tout le temps? Oui, complètement. On a mis à disposition une fontaine à eau fraîche à l'intérieur du site. On a mis une zone d'ombre ici sur le bassin. Les personnes sont invitées à venir se rafraîchir sur ces îlots de fraîcheur, parce que parmi les mesures que la ville de Marseille a prises, on a certes une cellule de veille qui suit le dispositif des vagues de chaleur, mais on a aussi des îlots de fraîcheur dans les services municipaux, les différents services municipaux, les bibliothèques, les fontaines. Et là, sur les piscines municipales, la ville de Marseille met en place ce dispositif gratuit pour inviter la population marseillaise à venir se rafraîchir principalement sur ces endroits-là, ouverts jusqu'à 19h30, jusqu'aux épisodes caniculaires. Merci beaucoup pour ces précisions. Signe de l'inquiétude et de la préoccupation de ces vagues de canicule. Il y a aussi les centres d'action sociale qui passent des appels téléphoniques envers les personnes isolées et vulnérables. Un épisode de canicule qui dure encore jusqu'à ce soir. Merci beaucoup pour ces précisions. Laura Baquet en direct des Bouches-du-Rhône pour BFM TV. Frédéric Haraud, porte-parole de la sécurité civile, était notre invité un peu plus tôt et il nous détaille la mobilisation de ces équipes face à ces fortes chaleurs. Bien sûr, bonjour. Donc effectivement, la canicule qui concerne surtout la partie sud de la France mobilise l'ensemble des services. Donc on a vu dans votre reportage ce qui peut être fait localement pour rappeler les bons conseils aux personnes. Et puis après, l'ensemble du dispositif de secours au quotidien qui a même de pouvoir répondre. Mais pour rebondir sur les bons conseils, effectivement, l'idée c'est de ne pas avoir à appeler les secours et donc d'appliquer des conseils qui sont relativement simples, de chercher la fraîcheur, de s'hydrater correctement au quotidien. Et puis, comme c'était bien montré dans le reportage, de veiller sur ses proches, sur sa famille, sur les personnes qui ne s'hydrateraient pas d'elles-mêmes. Je pense aux personnes âgées, aux enfants essentiellement. Frédéric Haraud, est-ce que vous diriez que votre travail a tiré les conséquences des canicules de ces dernières années? On a évidemment en tête la canicule de 2003, mais est-ce que ces dernières années, vous avez tiré les conséquences des canicules et changé votre dispositif?
Bien sûr, on adapte le dispositif localement quand c'est nécessaire. La distribution des secours est dimensionnée pour répondre à ce genre d'événement. Et il faut bien comprendre que c'est l'ensemble de la chaîne de secours qui est impactée. Donc effectivement, du local avec les pompiers qui vont intervenir jusqu'à tout le système hospitalier qui est derrière et qui doit là aussi s'adapter. Mais ça concerne les interventions, ça concerne aussi les conditions d'intervention. On pense à toutes les personnes qui sont en extérieur, qui doivent travailler en extérieur, pour qui c'est relativement difficile. Et les pompiers sont de ceux-là également. Ils vont devoir là aussi intervenir sur des incendies dans des conditions de chaleur assez extrêmes. Donc effectivement, il a fallu s'adapter à tout ça et tirer les conséquences des différents événements de canicule pour améliorer le matériel et les protocoles d'intervention. Vous avez rappelé les gestes essentiels, les conseils, évidemment, pour faire face à ces chaleurs, pour ne pas se laisser, par exemple, avoir par la déshydratation. Est-ce qu'il y a un type de personnes à surveiller particulièrement, les personnes âgées peut-être ou les enfants ? Bien sûr, alors tout le monde est concerné. Donc les personnes les plus sensibles, je le disais tout à l'heure, celles qui ne s'hydrateraient pas d'elles-mêmes. Donc les enfants, bien veiller sur eux, les personnes âgées qui peuvent se déshydrater facilement. Et puis le tout un chacun, là aussi, rester au frais, ne pas sortir quand ce n'est pas nécessaire. Éviter évidemment les pratiques sportives lorsque là aussi elles ne sont pas nécessaires. Et donc éviter de s'exposer inutilement à cette chaleur pour rester au frais. Le problème de la canicule étant que la température ne s'abaisse pas suffisamment la nuit. Donc il nous manque ces moments de fraîcheur la nuit pour récupérer. Donc s'ils sont accessibles autrement, via une climatisation, via des endroits qui sont climatisés, si on ne l'a pas chez soi, eh bien essayez d'en profiter au maximum. Les émeutes anti-immigration au Royaume-Uni, des militants britanniques d'extrême droite menacent désormais de venir ce week-end sur les plages françaises pour, je cite, arrêter les bateaux. La ville de Calais est directement concernée. C'est là qu'on vous retrouve, Guillaume Lavial. Comment les autorités locales se préparent à cette éventualité ? Eh bien, elle se prépare déjà en prenant très sérieusement ce risque en compte, notamment la préfecture du Pas-de-Calais, mais également la ville de Calais, qui mesure toute l'importance de cet appel fait par un compte d'ultra-droite britannique à venir dans cette ville de Calais pour faire une action militante dont on ne connaît pas encore la teneur exacte. C'est vraiment un risque considérable. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet l'adjoint à la sécurité de la ville de Calais, Philippe Mignonnet. La population calaisienne et du Calaisis est exemplaire sur le sujet. Nous connaissons ça sur notre territoire depuis plus de 20 ans. La population est exemplaire et comprennent pertinemment que ce qu'il se passe au Royaume-Uni ne doit pas arriver chez nous. Et ils n'en sont absolument pas d'accord. Il peut y avoir bien sûr des groupuscules d'ultra-droite, d'ultra-gauche, mais qui sont bien sûr surveillés et nous sommes très attentifs. Nous n'en avons pas jusqu'à présent et nous souhaitons que l'ultra-droite ou l'extrême droite ne commence pas ce type de jeu. Du côté britannique, évidemment, la ville de Calais est tout un symbole où transitent chaque année plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, sont les estimations de migrants qui tentent de traverser la Manche de manière illégale sur des embarcations parfois précaires. De nombreuses associations ont en tout cas reçu des menaces de la part de personnes issues de ces groupuscules d'ultra-droite qui pourraient se rendre sur Calais et dans la région de Calais dès demain. On ne sait pas encore précisément leur nombre et quelles seront leurs actions. C'est toute la question justement. Est-ce qu'elle sera également violente comme les différentes émeutes dont on a pu être témoin sur ces 10 derniers jours au Royaume-Uni. Guillaume Lavial, en direct de Calais avec Jean Desrousseaux. Merci à vous. De leur côté, justement, ces associations de soutien aux migrants, elles se mobilisent pour empêcher toute importation de la situation britannique sur le sol français. C'est le cas d'Utopia 56. Ça nous ramène à une époque peu glorieuse de la France et de l'Europe. Donc c'est très inquiétant ce qui se passe en Angleterre, mais c'est très inquiétant aussi ce qui se passe en France et dans plein de pays européens. Il est temps qu'il y ait vraiment un sursaut citoyen. Et nous, ce qu'on dit, c'est citoyens, levez-vous, opposez-vous. On est 100 fois plus nombreux qu'eux. Par contre, si on reste chez nous à attendre qu'il se passe quelque chose, ces gens-là, ils vont prendre la parole et la place. Donc citoyens, bougez-vous, Français et Européens, et faisons reculer cette haine. Et bien sûr, emprisonnons ces gens qui font monter la haine, parce que c'est interdit en fait, et il y a des lois. Donc faisons appliquer nos lois.
Et dans ce contexte, le roi Charles III est enfin sorti de son silence à l'issue d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre. Depuis l'Écosse, le souverain a dénoncé, je cite, des agressions et la délinquance d'un petit nombre. Il s'est également déclaré très encouragé par les nombreux exemples d'esprit de solidarité, espérant que les valeurs partagées de respect et de compréhension mutuelle continueront de renforcer et d'unifier la nation. 17h40 sur BFM TV au Proche-Orient. Une école de Gazaville a été touchée par une frappe israélienne ce matin. Attaque confirmée par l'armée israélienne qui déclare viser un centre de commandement de terroristes du Hamas. La défense civile de la bande de Gaza, elle affirme que 93 personnes y ont perdu la vie. Reportage de Milan Argelas. Dans cette école de Gaza ce matin, ces Palestiniens avancent tant bien que mal, au milieu des décombres et des traces de sang. À l'intérieur du bâtiment, certains matelas sont encore fumants. À l'extérieur, des familles se tiennent aux côtés des corps de leurs proches tués, enveloppés dans des draps. Israël, comme d'habitude, n'a pas donné d'avertissement. Il frappe sans se soucier de savoir s'il y a des enfants, des femmes, des jeunes ou des personnes âgées. Il y avait des gens qui se lavaient, des gens qui dormaient à l'étage, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées. Le missile s'est abattu sur eux sans avertissement. L'armée israélienne affirme avoir pris de nombreuses mesures pour réduire les risques de toucher des civils. Tsahal confirme avoir frappé ce qu'elle considère comme un centre de commandement du Hamas. Le quartier général était utilisé par les terroristes du Hamas pour se cacher. Et depuis ce lieu, ils planifiaient et promouvaient des opérations terroristes contre les forces de Tsahal et les citoyens de l'État d'Israël. Selon la défense civile de Gaza, 3 missiles ont visé l'école qui hébergeait des déplacés palestiniens ainsi que la mosquée adjacente. La défense civile de Gaza qui fait par ailleurs état d'au moins 90 morts et de dizaines de blessés. Un bilan que l'agence France Presse n'a pas pu vérifier de manière indépendante. De son côté, le Hamas dénonce, je cite, une dangereuse escalade. Et Anne Lorbans, vous êtes notre envoyée spéciale en Israël, à Tel Aviv. Alors la population là-bas craint-elle que ces frappes ne mettent fin aux négociations de fin des hostilités ? Oui, forcément, après cette frappe meurtrière dans la bande de Gaza, les Israéliens envoient un très mauvais signal avant même le début des négociations qui, je vous le rappelle, doivent se tenir le 15 août prochain en présence d'un côté des négociateurs israéliens et de l'autre des membres du Hamas. Alors à force d'entendre parler de ces discussions, de ces pourparlers, de ces négociations qui n'aboutissent pas, les Israéliens aussi d'un côté entre eux espoir de voir enfin un accord signé pour aboutir à un cessez-le-feu et de l'autre résignation, d'autant que pour beaucoup d'Israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne met pas tout en œuvre pour aboutir à cet accord et également permettre la libération des otages. Justement, ceux qui scrutent cette situation le plus près possible, ce sont les familles d'otages qui espèrent tout de même que cet accord aboutira pour enfin revoir leurs proches revenir vivants. Ils sont, je vous le rappelle, ces otages toujours détenus et retenus en otage dans la bande de Gaza. Et à l'instant, un communiqué du Quai d'Orsay qui dénonce cette frappe israélienne sur une école. Les frappes sur des écoles se sont multipliées ces derniers temps. Trop, c'est trop. Elle rappelle que le respect du droit international humanitaire s'impose à Israël. Les Jeux Olympiques à présent, avec ce point sur les dernières médailles françaises. Il y a encore beaucoup de chances de médailles d'ici la soirée, mais déjà cette victoire des volleyeurs français dans l'après-midi face à la Pologne. C'est donc l'or, la 15e médaille de notre délégation dans ces JO qui a été décrochée. Attention seulement du côté du handball. Les handballeuses françaises, elles se sont inclinées face à la Norvège en finale, mais c'est tout de même une belle médaille d'argent qui s'ajoute donc dans notre escarcelle, voilà, avec ces belles images. Et puis également, ce compteur des médailles qui grimpe. Regardez où on en est à l'heure actuelle. La France qui revient donc à la 5e position de ce classement par nation et 58 médailles au total, donc 15 en or, vous le voyez. On a donc dépassé le record de 43 médailles de Pékin largement et même égalé donc le record de 15 médailles d'or qui avait été décroché à Atlanta en 96. Et puis, il faut maintenant faire le bilan. Alors, on aimerait que ça continue, ces Jeux Olympiques, mais demain, ce sera le dernier jour. Il faut faire le bilan et les organisateurs estiment que ce bilan est quasi parfait. C'est en tout cas ce que dit Tony Estanguet de l'organisation des Jeux.
Si on m'avait dit, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, ou même la veille de la cérémonie d'ouverture, que ça se passerait comme ça, j'aurais tout de suite dit oui. Pour nous, c'est formidable. C'est un succès, je pense, collectif absolument incroyable. La France a réussi ces Jeux. Et puis dans ce climat, les Jeux Olympiques, ce n'est pas qu'à Paris ou dans les villes qui accueillent des épreuves. Vous allez le voir avec les athlètes cet été, les valeurs de l'olympisme et la folie du sport s'invitent également dans les centres de loisirs, comme à Lyon, où ces animateurs ont fait des Jeux de Paris une ligne directrice de tout leur été. Décoration à thème, compétition en équipe, séance de visionnage des vraies épreuves. De quoi offrir aux enfants un été sportif inoubliable. Le récit de Paula Bauer et Olivier Jouglard. Au programme de la journée, activités olympiques comme la lutte ou le tir à la carabine, ou du moins ce qui s'en rapproche le plus. À la Maison de l'Enfance Lyon 3 cet été, le sport est à l'honneur. Des cours d'art plastique au temps de repos, les Jeux Olympiques ont désormais leur place dans le quotidien des enfants, entre confection de flammes olympiques en papier et visionnage des épreuves, une routine qui ne les laisse pas indifférents. Quand on vous parle des valeurs de l'olympisme, qu'est-ce que tu as retenu toi justement de tout ça? C'est que faut avoir déjà confiance en soi pour réussir et ne pas reculer. Je trouve que c'est bien de faire du sport en collectif avec d'autres pays ou en équipe. J'ai 2 fiertés, c'était Teddy Riner, la France, ils ont gagné au judo, et la gymnaste algérienne qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça, c'est mes 2 fiertés. Mais pour les éducateurs du centre, il ne s'agit pas simplement d'occuper les enfants. L'idée, c'était vraiment d'avoir un été flamboyant et d'avoir un été qui parle du sport et des valeurs olympiques jusqu'à la fin du mois d'août. Sur les 2 semaines, il y a eu des temps forts sur les Jeux Olympiques. Et il y en aura aussi à la fin du mois d'août par rapport aux Paralympiques, parce qu'on voulait aussi travailler un peu là-dessus, sur l'inclusion, ça fait partie aussi de nos valeurs. On a aussi à cœur de défendre toutes les valeurs liées à l'olympisme, le respect, l'amitié, la fraternité. Qui est-ce qui a gagné aujourd'hui alors ? À la Maison de l'Enfance Lyon 3, les Jeux Olympiques et Paralympiques seront donc au programme jusqu'à la fin des vacances scolaires. Et puis au Brésil, une 60aine de passagers d'un avion de ligne sont morts après le crash de leur appareil dans la région de Sao Paulo. Les causes de l'accident restent pour le moment inconnues, mais un homme a pu échapper au drame. C'est un reportage de Raphaël Redon. Sur ces images aériennes, les restes de l'avion ATR 72 de la compagnie Voepas. Quelques heures après le crash, les services d'urgence continuent de s'affairer autour de l'épave de l'appareil. Il devait relier Cascavel à Sao Paulo. Il s'est écrasé hier à 13h25 heure locale dans ce quartier de Vinhedo. C'était horrible. Nous avons vu l'avion faire plusieurs sauts périlleux et il tombait comme ça. Je suis en état de choc, je tremble encore. L'avion transportait 62 personnes à son bord. L'un des passagers raconte comment il n'a finalement pas embarqué dans l'appareil. Je me suis disputé avec un employé de l'aéroport qui ne voulait pas me laisser monter dans l'avion. Je me suis énervé, je l'ai même bousculé, il m'a sauvé la vie. J'étais dans un moment de colère avec cet employé de l'aéroport. J'ai besoin de connaître son nom parce qu'il m'a vraiment sauvé la vie. La police fédérale brésilienne a ouvert une enquête et la compagnie aérienne se dit prête à collaborer pour faire la lumière sur ce drame. Aucune hypothèse n'est à écarter à ce stade. Nous sommes à disposition des enquêteurs pour fournir toutes les informations nécessaires et participer activement aux investigations qui sont en cours. Selon la compagnie aérienne, l'avion fabriqué en France et en service depuis 2010 avait fait l'objet d'une inspection de routine la veille de son vol. Aucun problème technique susceptible de mettre en danger la sécurité de ses passagers n'avait été constaté. L'infotrafic. Regardez votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Vigilance sur la route des vacances, bison futé, voie rouge aujourd'hui dans le sens des départs et orange dans le sens des retours, sauf en Ile-de-France. Vous voyez, c'est rouge. Soyez donc vigilants et pensez aux pauses toutes les 2 heures. Ah, pardon.
Et tout de suite, la chaleur sur la route, puisque c'est le week-end des vacances. Il est chargé, rafraîchissement, vêtements adaptés ou encore pause. À chacun sa méthode, vous allez voir, pour voyager dans les meilleures conditions. Reportage d'Ossema Kemissi, Mathias Arez et Damien Charton. Sur la route des vacances, la chaleur s'invite dans l'habitacle de ces voitures. En plein chassé-croisé estival, 16 départements du sud de la France sont en vigilance orange canicule. Chaque automobiliste a sa méthode pour supporter la chaleur. Heureusement qu'il y a la clim dans la voiture, quoi. Ça aide aussi. On a l'eau fraîche dans la voiture avec les gourdes qui gardent l'eau au frais. C'est pratique. On s'est équipé, on a les boissons, tout ce qu'il faut. Tout est cadré, il n'y a pas de problème. On essaye d'aérer de temps en temps. Ça fait rentrer la chaleur, mais ça fait du bien aussi. Les temps de trajet sont parfois longs et la chaleur est de plus en plus difficile à supporter en fin de journée. C'est le cas de cet automobiliste qui a presque 10 heures de trajet au compteur. On va à Nice, on est parti à 5h30 du matin. C'est bon, frais, et puis là, ça commence à se chauffer encore de plus en plus. Quand la chaleur accompagne les longs voyages, il est recommandé aux automobilistes de prendre leurs précautions. Il faut vérifier son véhicule pour éviter les pannes qui pourraient intervenir en cas de surchauffe du véhicule. Avoir de l'eau en quantité suffisante dans le véhicule pour pouvoir pallier aux éventuels ralentissements, bouchons qui pourraient allonger les temps de parcours. Multiplier les pauses sur les aires pour se dégourdir et puis s'hydrater. Selon Bison Futé, la journée a été classée rouge au niveau national dans le sens des départs. Les températures devraient poursuivre leur hausse ce dimanche et lundi. Vous avez regardé votre programme avec Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. C'était votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Tout de suite, la météo. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. La météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. Retrouvez la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Bonjour à tous, soyez prudents avec ces très fortes chaleurs, pensez à vous hydrater régulièrement, d'autant plus que cette chaleur, elle va gagner du terrain, elle va s'accentuer pour demain, mais également pour lundi, déjà cet après-midi. Elle s'accentue progressivement avec des pointes à 35-36 degrés entre le sud-ouest, la Méditerranée, et l'on pourrait localement atteindre les 38 degrés avec un soleil généreux, vous le voyez, par un nuage dans votre ciel. Et demain matin, on se réveille toujours avec ce soleil généreux, un voile de nuages plus ou moins dense selon les endroits, mais il devrait être léger durant la matinée. Un vent de sud qui soufflera de 40 à 60 km/h. Et vous le voyez, des nuages bas le long des côtes de la Manche, également vers le golfe du Lion, mais cela va largement se dissiper dans le courant de l'après-midi, sauf autour du golfe du Lion, ça devrait rester tenace. Et vous le voyez, on pourra avoir un orage par évolution diurne sur les Pyrénées, le Massif central ou encore sur les Alpes. Vos températures pour demain matin, eh bien déjà de la chaleur pour vous à Nice avec 27 degrés, 25 à Toulouse, il fera 19 à Paris, on respire davantage à Brest avec 16 degrés, 13 degrés sur la pointe du Cotentin. Et dans l'après-midi, on ira jusqu'à 40 degrés pour vous du côté de Bordeaux. On pourrait dépasser ces 40 degrés pour vous entre le sud-ouest et la région Poitou-Charentes. Alors vraiment, hydratez-vous, soyez vraiment prudents. On aura 33 à Paris, 33 à Strasbourg et jusqu'à 38 degrés du côté de Lyon. Ensuite, lundi, on aura un peu plus de nuages dans l'ouest du pays. Ce sera même largement encombré vers le Pays Basque. Plus on ira vers l'est, plus le soleil sera de la partie. Mais on pourrait avoir toujours une averse orageuse possible vers les Pyrénées, les Alpes. Alors le courant océanique va revenir par l'ouest et faire chuter les températures dans ce secteur, mais la chaleur va se réfugier à l'est où on pourra avoir de 36 à 38 degrés, notamment en Île-de-France. Et pour mardi, les orages vont commencer à se développer. Ils seront également là mercredi et ils vont faire progressivement chuter les températures. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était votre météo avec Coltou de Cyanolite. La colle pour tous vos projets de bricolage. Coltou. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Dans un instant, on revient sur la canicule un peu partout en France, mais surtout dans le sud du pays. Ce sera dans BFM Soir avec Maëva Lavie et Naoufel El Kawafi. Est-ce que cette chaleur va durer? Et si oui,
combien de temps? Nous, on se retrouve demain à partir de 14h. À demain, Guillaume. Bonne soirée sur BFM TV.